18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Lutte antiterroriste, gros coup de filet des brigades du BCIJ. 12 personnes ont été interpellées ce matin dans 9 villes du royaume. Ces extrémistes affiliés à l'organisation terroriste Daesh préparaient un plan terroriste d'une extrême gravité visant le Maroc. On en fera le point avec un expert en sécurité. Premier partenaire commercial du Royaume, l'Espagne à la conquête du marché marocain. Des entreprises ibériques mènent une opération de séduction dans le Royaume. En ligne de mire, les chantiers du Mondial 2030. Des partenariats prometteurs s'affichent à l'horizon. Nous célébrions hier, 18 février, la journée nationale de la sécurité routière. Des campagnes de sensibilisation s'enchaînent sur le terrain. En montagne, les automobilistes sont initiés aux règles de la conduite par temps de neige. Nous suivrons un reportage à Middeltz. Bonsoir, à la une de l'actualité ce mercredi, ce vaste coup de filet antiterroriste. 12 extrémistes âgés entre 18 et 40 ans ont été interpellés ce matin lors d'une opération sécuritaire menée simultanément dans les villes de Laayoune, Casablanca, Fès, Taounet, Tanger, Ezmour, Guersif, Oulataïma et Tamsna dans la banlieue de Rabat. Les mises en cause ont prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Ils ont adhéré à la préparation et à la coordination en vue d'exécuter un plan terroriste d'une extrême gravité visant le Maroc. De dangereux projets terroristes à l'instigation et sur incitation directe d'un haut dirigeant de l'organisation Daesh opérant dans la région du Sahel. Les précisions avec Nisrel Hamdaoui. C'est une opération sécuritaire d'envergure. Elle a été menée par le BCIJ simultanément dans plusieurs villes du royaume. À Tanger, Taounet, Guersif, Fès, Tamsna, Casablanca, Ezmour, Oulataïma et Laayoune. Ce coup de filet a permis l'interpellation de 12 extrémistes, âgés de 18 à 40 ans. Tous étaient en phase de préparation d'un dangereux projet terroriste. Ces individus ont même prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. C'est ce qui ressort d'un communiqué du pôle DGSN-DGST. Les opérations d'intervention ont été menées sous la supervision des éléments de la force spéciale de la DGST qui ont appliqué le protocole de sécurité relatif aux menaces terroristes dangereuses. Des équipes de tireurs d'élite ont également été mises à contribution. Elles ont été déployées sur les différents lieux d'intervention dans le but de neutraliser tout danger ou forme de résistance violente potentielle. Des équipes d'assaut utilisant des techniques d'escalade ont aussi été mobilisées, ainsi que des techniciens spécialisés dans la détection d'explosifs et des unités cynotechniques de la police pour le ratissage des scènes de crimes suspectées de renfermer des substances ou des objets explosifs. Simultanément, des policières et des policiers du BCIJ ont procédé à l'évacuation des habitants des appartements situés à proximité des lieux d'intervention pour garantir et préserver leur sécurité. Il s'agit là d'une mesure préventive contre tout risque et menace potentielle. Au cours de ces interventions sécuritaires simultanées, les éléments de la force spéciale ont également fait usage, par mesure de précaution, de grenades assourdissantes afin d'empêcher les membres de cette cellule terroriste d'opposer toute forme de résistance violente ou encore de refus d'obtempérer, pouvant menacer la sécurité de l'équipe d'intervention. À l'issue des opérations d'intervention qui ont permis de neutraliser le danger et d'interpeller les mises en cause, les commissaires et officiers du BCIJ ont mené des opérations de fouilles dans les domiciles des membres de cette cellule terroriste. Ces fouilles ont abouti à la saisie d'objets explosifs en cours de montage chez 2 suspects dans la région de Tamsna. Il s'agit de 4 bonbonnes de gaz modifiées contenant des clous et des produits chimiques et reliés à des tuyaux et à des fils électriques, le tout connecté à des téléphones portables pour une détonation à distance.
Autre objet découvert au domicile des suspects dans la région de Temsna, un engin suspect, une cocotte minute contenant des clous et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, ainsi qu'un grand nombre d'armes blanches de différentes tailles, une somme d'argent en dollars américains et plusieurs sacs de produits chimiques suspects. Les inspections qui se poursuivent dans les maisons des autres membres de cette cellule ont permis de saisir une paire de jumelles, 2 prototypes d'armes à feu factices, des supports numériques, du matériel électronique, d'une cagoule pour masquer les données d'identification, d'un dessin mural comportant l'emblème de l'organisation terroriste Daesh, ainsi que des manuscrits contenant une identification précise de certains sites et installations ciblés. De nouveaux objets ont été saisis suite aux recherches et investigations. À savoir, un engin explosif en phase de montage composé d'une bonbonne de gaz reliée à des tuyaux et à des fils électriques. Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, ces nouveaux objets ont été découverts dans une zone inhabitée dans le lotissement Sidi El Arbi à Ain Aouda, aux environs de Rabat, après avoir été enfouis sous des amas de terre par les membres de cette cellule appréhendée à Temsna. Les renseignements corroborés par les enquêtes de terrain menées jusqu'à présent relèvent que les membres de cette cellule terroriste étaient liés à un haut dirigeant de Daesh dans la région du Sahel, responsable du soi-disant comité des opérations extérieures, chargé d'internationaliser les activités terroristes hors de la région sahélo-saharienne. Ce même haut dirigeant de Daesh a supervisé les opérations de financement et de soutien logistique et fourni aux membres de cette cellule les contenus numériques détaillant les modus operandi de ces opérations terroristes. Les investigations ont montré que cette cellule terroriste a adopté un mode organisationnel précis à l'instigation du même dirigeant de l'organisation Daesh, du fait que les plans terroristes étaient destinés exclusivement à l'équipe des coordinateurs chargés, eux, de transmettre ces plans aux autres membres, soit de manière directe ou à travers des canaux indirects, puis à l'équipe des membres adhérents à l'exécution de ces opérations terroristes, en plus de la section chargée du soutien et du financement ayant reçu directement des avances financières de l'organisation Daesh sans passer par le réseau bancaire. Les projets terroristes imminents fixés par la branche de Daesh dans la région du Sahel aux membres de cette cellule terroriste consistent à prendre pour cible des membres des forces publiques qui devaient être attirés, liquidés physiquement et leur corps profanés. Ce grand projet terroriste visait également des installations économiques et sécuritaires sensibles et des intérêts étrangers au Maroc. Les personnes impliquées avaient l'intention aussi de commettre des actes terroristes portant atteinte à l'environnement à travers des incendies délibérés. Les recherches et investigations indiquent que les membres de cette cellule terroriste ont récemment entamé des opérations de terrain pour identifier des sites cibles dans plusieurs villes du royaume. Ces différents membres ont reçu la bénédiction de l'organisation de Daesh dans la région du Sahel pour leur projet terroriste, en recevant un enregistrement bénissant et incitant à mener cette opération, les autorisant à passer à la mise en œuvre matérielle de leur opération subversive. Pour les besoins de l'enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme, toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette cellule terroriste ont été placées en garde à vue pour approfondir l'enquête, élucider leurs liens avec la branche africaine de l'organisation de Daesh dans la région du Sahel et identifier toutes les ramifications au niveau national et international de cette cellule terroriste. Cette opération sécuritaire qualitative démontre une nouvelle fois la recrudescence de la menace terroriste représentée par les branches et les pôles régionaux de l'organisation de Daesh en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, vu la détermination de cette organisation à exporter ses opérations terroristes vers plusieurs régions du monde, dont le Maroc. Les services de la DGST avaient alerté les partenaires sécuritaires internationaux et régionaux de la recrudescence des risques et défis posés par les menaces terroristes dans la région du Sahel africain. Et ce, après avoir démantelé durant les dernières années de nombreuses cellules extrémistes ayant prêté une soi-disant allégeance aux émirs des organisations d'Al-Qaïda et de Daesh au Sahel et au Sahara.
Les plans terroristes de ces cellules extrémistes ont obtenu l'aval de ces émirs qui leur ont fourni le soutien financier et logistique nécessaire, en plus de promesses de mettre à leur disposition des refuges sûrs en cas d'exécution de leurs projets terroristes. Une opération sécuritaire de grande ampleur que l'on décrypte avec notre invité, Sherqa Berodani, professeur universitaire et expert en géostratégie et en sécurité. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, un plan terroriste extrêmement dangereux, déjoué. Tout d'abord, quelles en sont les particularités ? L'une des particularités de cette cellule ou bien de ce plan terroriste qui a menacé le Maroc, c'est que c'est une cellule transfrontalière. Il y a un commandement de Daesh qui se trouve dans le Sahel. C'est un haut responsable de ce qu'on appelle le pôle opération extérieure. Ça veut dire que cette opération, elle est bien organisée, bien hiérarchisée. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des cibles bien définies et des objectifs bien définis de la part de Daesh au grand du Sahel. Et particulièrement, je peux nommer même le groupe de Daesh qui est très actif dans cette région. C'est le groupe de l'État islamique au Grand Sahara, qui a été créé par un certain Abou Adnan Walid Sahraoui, qui a été neutralisé par la force Barkhane française, dont le remplaçant n'est que Abou Bakr al-Sahraoui, qui est un élément aussi, il faut le dire avec courage, du Polisario. Et de fait, aujourd'hui, on voit la connivence entre le terrorisme et le séparatisme qui se dans cette région. L'une des particularités aussi, c'est l'organisation en réseau de cette cellule. Il y a les exécutants, il y a les coordinateurs et il y a les gens qui sont responsables de financement de cette cellule. D'autres choses qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, la particularité, il vient après donc l'enlèvement des camionneurs marocains dans la région du Sahel et du Sahara, des camionneurs marocains qui supervisent et qui travaillent dans le commerce entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique subsaharienne qui étaient enlevés par des éléments terroristes pour altérer l'échange et les relations et les partenariats entre le Maroc et ces pays. Donc aujourd'hui, il faut le dire, aujourd'hui le Maroc, à travers cette cellule, à travers le communiqué de la DGSI et la DGSN, aussi montre que le Maroc, il est dans le collimateur des groupes terroristes. Le Maroc, il faut le dire, madame, avec courage, le Maroc, il est dans une guerre. Le Maroc, il est dans une guerre asymétrique avec le terrorisme. Daesh met le Maroc dans le collimateur pour plusieurs raisons. Le Maroc, c'est un pays pilier dans le renseignement contre les groupes terroristes. C'est un pays qui joue un rôle pivot dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale. Le Maroc, c'est un pays qui a des atouts géostratégiques dans la région et la sous-région. Sa stabilité, c'est un élément stratégique dans sa force et dans sa conception. Et je pense aujourd'hui, les groupes terroristes essayent avec tous les moyens. Il faut le dire, le Maroc, c'est le dernier rempart contre le terrorisme pour qu'il puisse arriver à la région, à l'Europe de l'Ouest. Et de fait, aujourd'hui, c'est pourquoi le Maroc, il est dans le collimateur. Le Maroc, il est ciblé par Daesh et d'autres groupes terroristes. Et ce gros défilé a été mené simultanément dans plusieurs villes du royaume, ce qui dénote de l'ampleur du projet qui était planifié. Qu'est-ce qui caractérise le mode organisationnel des individus interpellés compte tenu de l'ampleur de cette opération? Écoutez, le mode opératoire, c'était le mode opératoire qui a été utilisé dans le marathon de Houston aux États-Unis. Il y avait donc des bombes artisanales. Il y avait aussi donc des structures avec gaz modifiées, avec des éléments à fragmentation comme des clous, comme machin. Donc, je pense le mode opératoire, c'est strictement le mode opératoire de Daesh utilisé dans des frappes aussi dans certaines villes comme Al-Bedia, El Jazira, Al-Ghouta al-Sharqiya par Daesh et aussi en Irak dans plusieurs régions. Et de fait, aujourd'hui, donc, cette manière et cette tactique qui a été planifiée par cette cellule terroriste vise à faire beaucoup de dégâts. Parce que d'ailleurs, lorsqu'on voit l'art opératique utilisé par les forces de sécurité marocaines, par les éléments du PSIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire, démontre que l'attaque a été imminente parce qu'il y avait donc l'évacuation de la population. Donc après, il y avait donc cette force d'exécuter et d'arrêter et de démanteler donc ces terroristes. Et de fait, aujourd'hui, ça démontre aujourd'hui l'action et la force de l'action
les services de sécurité marocains et le travail de renseignement qui joue un rôle très important. C'est la clé de voûte, madame. Tout à fait. C'est un plan qui a été déjoué grâce à la vigilance, devenu un cas d'école de nos services de renseignement et de sécurité. Que retient-on de cette opération ? On retient deux choses très importantes. On retient l'action. C'est une chose qui est fondamentale dans les guerres asymétriques. C'est-à-dire le renseignement aujourd'hui, la force de renseignement de nos services de sécurité, il est très important. La manière avec laquelle il y avait des informations, mettre ces informations dans le cycle de renseignement, essayer d'en tirer les renseignements les plus importants, faire le recoupement, arriver de croiser plusieurs données. Donc c'est un travail qui est extrêmement très important et difficile et démontre une fois de plus la force de l'école de sécurité marocaine. Deuxième chose qui est très importante dans cette opération, c'est la synchronisation, c'est-à-dire cette action, elle a été simultanée donc dans 9 villes marocaines. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est que cette opération démontre une fois de plus que le Maroc dispose donc une architecture de sécurité de défense qui est très importante. La doctrine sécuritaire marocaine, qui est le continuum défense-sécurité, a montré sa force et montré que le Maroc peut compter sur ses services de sécurité, d'autant plus que le Maroc s'apprête à organiser la Coupe du Monde 2030. Le Maroc devient un hub d'investissement et de sécurité. Donc je pense aujourd'hui, les groupes terroristes, ils ont un plan, ils ont une stratégie. Mais la stratégie sécuritaire marocaine, je pense aujourd'hui, démontre qu'il est en avance donc vis-à-vis donc ces plans terroristes qui s'organisent contre la sécurité nationale des Marocains et des Marocaines. Je vous remercie, Cherkaoui Roudani, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en géostratégie et en sécurité. Merci à vous. Co-organisateur de la prochaine Coupe du Monde, le Royaume entame sa grande mue. Nouveau stade, centre d'entraînement, complexe sportif, des projets pharaoniques sortent de terre et simulent d'ores et déjà des investissements étrangers massifs. Plusieurs entreprises espagnoles ont mis le cap sur les opportunités que leur offre le marché marocain, un terrain fertile d'investissement. Soufiane Blazhar, Mohamed Touanina avec Maria Aouad. Bien implanté au Maroc dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, l'industrie automobile et la technologie. L'Espagne est à ce jour le premier partenaire commercial du Royaume. D'où cette rencontre aux allures de panel institutionnel, réunissant les investisseurs espagnols et marocains. Au programme, accélérer les opportunités économiques en perspective de la Coupe du Monde 2030. Nous sommes aujourd'hui réunis pour présenter les opportunités d'investissement qui sont offertes aux opérateurs économiques espagnols dans le cadre de l'organisation du mondial en 2030. Alors, qu'est-ce que nous présentons à ces investisseurs espagnols ? Ce sont des opportunités concrètes de bénéficier de ce qui a été créé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en près de 25 ans. Une plateforme compétitive avec une infrastructure de classe mondiale. Forte de ses excellentes relations politiques, économiques et humaines avec le Maroc et riche de son savoir-faire en tant qu'organisateur de grands événements sportifs, l'Espagne devient l'un des partenaires stratégiques du Royaume, mais aussi un modèle de référence en matière de coopération. On veut aider le Maroc au développement de ses infrastructures, de cette sécurité nécessaire pour pouvoir organiser un événement top au niveau mondial et c'est un challenge d'organiser ça en 5 ans. Et cette journée vise à former les liens entre les entreprises espagnoles et marocaines pour pouvoir faire cet événement. Moderniser les infrastructures et renforcer la mobilité en créant notamment des lignes de train et des gares. Améliorer la digitalisation et l'innovation technologique d'ici la Coupe du Monde 2030. Telle est aussi la vocation de cette rencontre. Nous avons lancé un grand chantier de mise à niveau des stades. Un chantier qui a touché spécialement le lot courant faible. Donc nous tenons à vous rassurer par rapport à ce projet-là, parce que tous les lots fonctionnels au niveau des stades récemment construits ou rénovés, ils ont été couverts par une veille technologique importante.
le pré-câblage informatique, le réseau télécom, la GTC, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès à billetterie. Véritable levier d'accélération des investissements. La Coupe du Monde 2030 booste l'économie marocaine et renforce par là même la coopération Maroc-Espagne. D'ailleurs, l'Espagne vient tout juste d'approuver un financement de 750 millions d'euros dédié à l'acquisition de matériel ferroviaire. Autre domaine stratégique à faire la diversité sectorielle de notre économie, l'agriculture. Ce secteur pilier de l'économie nationale est au cœur de la première rencontre nationale sur l'agriculture. Ce conclave organisé par la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la COMADER, s'est ouvert aujourd'hui à Rabat sous le signe de la résilience et de la durabilité. L'occasion pour les fédérations interprofessionnelles et des différents acteurs du secteur d'apporter un regard croisé sur les moyens de préserver nos richesses territoriales dans un contexte d'urgence climatique pressant. Focus à présent sur une révolution majeure de notre époque, l'intelligence artificielle. Cet outil dit génératif imite le cerveau humain pour recréer des fonctionnements intelligents, accessibles au grand public, comme par exemple retoucher une photo, résumer un article ou encore synthétiser un document. Certains y voient une menace, notamment sur le marché de l'emploi. Pour bien comprendre ce qu'est l'IA et les multiples enjeux qui l'entourent, nous recevons une experte spécialisée dans les nouvelles technologies, Madame Sana Ifak, entrepreneur spécialisée dans les nouvelles technologies. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci de m'accueillir parmi vous. Alors, la course à l'IA s'accélère à travers le monde. Concrètement, quel est l'impact de ces technologies sur notre société ? Alors je dirais que ça ne peut être qu'un impact positif pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne faut jamais aller contre la modernité. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas aller contre les téléphones portables. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas aller contre les ordinateurs. Et donc, le deuxième effet aussi, c'est que ça va être créateur de richesse, tant en termes d'emploi que d'usage au quotidien pour faciliter notre vie en tant qu'être humain. Et le Maroc est au cœur de cette transformation. Pas plus tard que la semaine dernière, le Royaume a exprimé son intérêt à rejoindre le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. C'était à Paris, lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Quel est l'enjeu pour notre avenir économique et technologique ? Alors, je dirais même que le Maroc est un acteur majeur mondial sur les nouvelles technologies et donc plus particulièrement sur l'intelligence artificielle. Donc, vous avez raison, ce sommet qui a eu lieu à Paris les 10 et 11 février dernier, puis il y a eu aussi le World AI Cannes Festival à Cannes, ont permis de mettre en exergue différentes manières d'appréhender l'IA, notamment la partie éthique. Et le Maroc est en avance sur un certain nombre de pays, puisque dans le cadre de la politique que nous menons grâce à la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et l'application de Maroc Digital 2030, le Maroc est au cœur de cette stratégie de l'innovation. Et encore une fois, le Maroc n'a rien à envier à la totalité de notre planète sur ce sujet. Alors, vous êtes une spécialiste des nouvelles technologies, mais pas que. Vous contribuez à la promotion des investissements dans ce domaine, dans votre pays d'origine, le Maroc. D'abord, comment vous vous y prenez et quelles sont, selon vous, les opportunités qu'offre le Maroc dans ce domaine ? Alors, plusieurs choses. Le Maroc est mon pays d'origine, mais c'est surtout mon pays de cœur. Je suis franco-marocaine, née en France, mais je suis une Marocaine du monde. Donc, le Maroc fait partie de mon ADN à 100%. Donc, ce que je fais depuis maintenant 2 ans, c'est d'accompagner effectivement des investisseurs au sein de notre royaume pour permettre de développer la croissance qui est forte aujourd'hui et de permettre de croiser des expériences entre des entreprises francophones notamment et des entreprises marocaines, afin que l'addition de ces compétences puisse permettre de créer notamment de l'emploi. Et je vais donner un exemple très tangible. J'ai accompagné un investisseur dernièrement, un investisseur français dans la région de l'Oriental à Oujda, où nous sommes aujourd'hui sur une promesse et même une réalisation de création d'emplois de l'ordre de 500
personnes. C'est-à-dire 500 personnes de la région de l'Oriental à Oujda vont trouver un emploi dans les nouvelles technologies, dans l'IA, dans la blockchain, etc. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se focaliser uniquement sur notre pays. Il faut qu'on ait un regard mondial. Et donc, l'ajout de ces compétences entre les pays qui veulent venir chez nous au Maroc et l'expérience et l'expertise marocaine ne peuvent être qu'une richesse incroyable. Donc que des perspectives prometteuses qui s'affichent pour notre pays. Je vous remercie, Madame Sana Ifak, entrepreneur spécialisée dans les nouvelles technologies, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour votre accueil. Direction le Moyen Atlas où l'épisode neigeux est assez exceptionnel. Les hauteurs de neige ont atteint des niveaux vertigineux jusqu'à 30 cm tombés à Midelt. Ces chutes abondantes ont rendu impraticables certains tronçons. Pour sensibiliser les usagers de la route aux règles de la circulation et du code de la route, des campagnes sur le terrain ont été menées au plus près des automobilistes. C'est un reportage à la commune de Hajert, province de Midelt, avec Ahmed El Fadeli, Neige, pluie, brouillard givrant, l'hiver accroît les dangers de circulation sur les routes, notamment en montagne. Les chutes de neige qui touchent plusieurs provinces du royaume ces derniers jours rendent difficile la circulation. C'est le cas entre Ifrane et Midelt. Conduire nécessite des comportements adaptés afin d'assurer sa sécurité et celle des autres. Il faut pertinemment s'informer de l'état de son véhicule. Deuxièmement, il faut respecter scrupuleusement le code de la route. Troisièmement, se plier aux règles de la sécurité routière et suivre les conseils des autorités, car la sécurité est la responsabilité de tous. Il faut respecter le code de la route, laisser les distances de sécurité entre chaque véhicule. Il est interdit de doubler car la route est glissante. Respecter les plaques de limitation de vitesse. Si elles indiquent 80, je roule à 60 à l'heure. Si la plaque indique 100, je roule à 80 à l'heure. Les conseils que je donnerai aux automobilistes, il faut tout d'abord vérifier l'état des pneus, vérifier l'état des essuie-glaces également, conduire en fonction de l'état de la route, limiter sa vitesse et ne pas doubler lorsque la route est glissante. Ces conditions, parfois extrêmes, accentuent encore plus le risque pour les gros engins. Plusieurs conseils sont à prendre en compte. Il faut faire attention aux virages. Je ne dois pas dépasser un autre véhicule si je n'ai aucune visibilité. Il faut limiter sa vitesse. Je dois rester très concentré pour prévenir tout risque d'accident. Si le non-respect du code de la route et l'état des véhicules sont parmi les accidents de la route au Maroc, l'excès de vitesse et l'utilisation du téléphone portable seraient en première ligne, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation lancées cette dernière décennie. Et l'épisode hivernal se poursuit. Il se fait d'ailleurs fortement sentir depuis hier. Des averses orageuses ont fait leur retour dans plusieurs de nos provinces. 26 mm ont été relevés ces dernières 24 heures à Kasbet Tadla, à Azilal. À Kasbet Tadla, il est tombé 22 mm à Azilal, 16 à El Jadida et Khnefra, 15 du côté d'Ifrane El Hajeb, puis 13 mm relevés à Midelt Ibn Blal, 8 à Fez, 3 mm seulement enregistrés à Mohammedia, Marrakech et Ben Slimane. Et pour accueillir les beaux jours, quoi de mieux qu'un spectacle haut en couleurs? Je vous propose une virée à Venise. La cité des Doges est à la fête. Bal masqués et spectacles à ciel ouvert sont organisés par la municipalité dans les palais vénitiens. Vous le voyez sur ces images, des milliers de festivaliers arrivent chaque année à cette période déambuler dans les rues de la Sérénissime, armés de masques et de costumes. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente soirée à tous sur Alouia.